Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes lectures geek du mois d'avril 2021. Cette vidéo sera beaucoup axée sur une galaxie lointaine, très lointaine. Je vous précise aussi, il y aura peut-être quelques spoilers. Je vais tout faire pour les éviter, mais quand je commence à parler de ce que j'ai lu, je m'emballe et je dévoile tout. Donc voilà, m'en tenez pas rigueur. Je vais faire mon maximum pour me limiter. On commence avec du manga. C'est parti pour Hippo, saison 6, tome 7, paru chez Kurokawa. Alors Hippo, je vous avoue que ce tome, c'est un peu la déception. J'étais très enthousiaste lorsque j'avais lu le tome précédent. Je vous en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. Ça doit être autour du mois de février, janvier-février. Puisque les tomes sortent tous les 2-3 mois environ. Hippo avait réussi à travailler et arriver à sortir son nouveau DMC Roll. Et là, patatras dans ce tome-là. Il y a une cassure. On éloigne Hippo de la boxe. Voilà, le président ne veut pas qu'il boxe. Ne devait pas trop révéler le pourquoi. Et du coup, Hippo rumine, n'est pas content puisque toute sa vie tourne autour de la boxe. Sachant qu'en plus, il s'est fixé, lui, il veut aller le plus loin possible. Et il s'est dit que à sa prochaine défaite, il arrêterait la boxe définitivement pour se concentrer uniquement sur l'activité familiale qui tourne autour d'un bateau de pêche. Là, voilà, donc il y a beaucoup de ces doutes qui reviennent. Il veut quand même s'entraîner. On voit qu'il s'entraîne complètement différemment, mais ça manque de dynamisme. J'ai été vraiment très déçu. Je trouvais que voilà, ça montait dans le précédent tome, et là il y a une cassure, c'est mou. Il n'y a aucun combat de boxe, d'aucun personnage, même les secondaires. On voit que ses potes sont un peu derrière lui. Beaucoup se posent des questions, savoir s'il va revenir, pas revenir. Voilà, Takamura, on voit que complètement... il dit non, mais il faut le laisser tomber. Voilà, Takamura, qui est quand même celui qui l'a lancé et qui croyait le plus en lui. J'ai été un peu déçu. Alors, j'aime bien ce qui se passe entre les tomes, généralement, avec les aventures qui se passent avec les personnages secondaires, voire même tertiaires, avec ses amourettes, voilà, les activités qu'il peut faire. Il va aider son copain mangaka, il va voir sa copine infirmière, ce genre de trucs. D'habitude, j'aime bien. Et là, j'avoue que j'ai pris aucun plaisir. J'ai trouvé que c'était mou, que c'était en fait un tome pour rien, puisque j'espère, et comme il y a des numéros à la suite, je me doute bien que ça risque de reprendre, mais voilà, j'ai été très déçu. J'espère que le prochain qui sort dans un mois ou deux va relancer la machine et qu'on va pouvoir enfin retrouver le Hippo qu'on aime, le Hippo qui va reprendre un peu confiance en lui et qui se lancera de nouveau dans la boxe. Un autre manga que j'ai lu, c'est The Raiden King, paru également chez Kurokawa. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce tome-là, j'ai fait déjà une vidéo dessus, tellement je l'ai trouvé énorme. Je vous mets le lien là à l'affiche et dans la description. Allez voir la vidéo, vous allez en prendre plein les yeux. Ce manga est juste génial. J'attends la suite avec impatience. On passe à la partie comics. Je vous parle du seul comics de la licence DC que j'ai lu ce mois-ci. Justice League Dark, de la période New 52, paru chez Urban Comics. Alors, ce comics est paru depuis déjà quelques années maintenant. Je me rappelle très bien, il était à 20 €, puisqu'il comprend également le DVD adapté de ce comics. Donc, c'est quand même un prix très raisonnable. J'ai vu que, d'ailleurs, en occasion, maintenant, il était entre 50 et 70 €. Ouais, ça prend une proportion folle chez les spéculateurs. Le tome a 5 ans, quoi. 5 ans, il a pris 50 balles. Bon, dans 20 ans, je pourrais le vendre 1 milliard d'euros et je vais devenir très riche. Non, je déconne. Ce tome, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'étais très motivé à le lire puisque ça faisait un moment que je l'avais sous le coude et surtout, voilà, il y a John Constantine, l'anti-héros par excellence de chez DC Comics, versé dans le monde magique. C'est un héros que je connaissais puisqu'il y a déjà eu un film avec Keanu Reeves il y a pas mal d'années. Ils veulent d'ailleurs faire une suite apparemment. Il faut savoir qu'il y a eu une série sur lui qui avait été faite, qui n'a pas marché, du coup elle s'était arrêtée, il n'y a qu'une seule saison, mais le personnage avait été recyclé dans la série Legend of Tomorrow, qui est d'ailleurs sur Netflix, que j'aime beaucoup, notamment pour son humour complètement décalé. On voit qu'ils suivent c'est vraiment les persos des comics, mais ils se tapent un putain de délire et en plus ils sont vraiment bien calés, ils connaissent bien l'univers de DC. Donc voilà, j'étais très content de découvrir ce personnage. J'ai quelques comics de Hellblazer, il faut que je m'achète toutes les sagas qui sont sorties sur Hellblazer par Mike Carey, etc. Je ne les ai pas encore lus.
Il va falloir que je rattrape ça. Justice League, j'avais lu également les Justice League Rebirth. J'en ai lu 2 sur 3 ou 4, mais il n'y a pas Constantine. Constantine apparaît que tardivement ou plus tard. C'est vraiment un anti-héros que j'aime beaucoup. Donc je m'étais lancé dans ce comics. Et j'ai un avis très mitigé. En fait, ce comics est en 2 phases. Vous avez une première phase où John et ses copains courent après un méchant qui veut trouver les livres à l'origine de la magie dans le monde. Donc il y a la moitié du comics qui est sur ça. Alors il y a des rebondissements, je ne vais pas trop en parler. On tombe également dans une partie qui explique comment Constantine rencontre Zatanna, comment voilà, il développe un peu ses pouvoirs magiques. Ça, c'était vraiment très sympa. Et après, il y a une autre partie où là, l'auteur s'est dit « Non, mais je vais mélanger 2 choses ». C'est comme dans le manga dont je vous parlais, The Raiden King, je vais mélanger mon héros préféré, Vladimir Poutine, avec le monde du jeu de rôle. Bah là, ils se sont dit, je vais mettre John Constantine dans un monde de jeu de rôle. Dans la deuxième partie, c'est ça, c'est vraiment, on arrive dans une époque médiévale fantastique, dans un monde parallèle, où il y a des êtres magiques qui se battent contre des adeptes de la technologie. J'ai trouvé que, en fait, les 2 histoires séparées pourraient être bien, mais avoir dit que la partie 1 était la suite de la 2, ça colle pas du tout en fait. D'où la suite d'avoir trouvé des bouquins qui seraient à l'origine du monde. Alors il y a un aspect qui explique que c'est pas vraiment des bouquins, je vais pas trop expliquer. Et après ils sont basculés dans un monde médiéval fantastique où il y a toute une histoire où bah, voilà, petit à petit les gens adeptes de la technologie ont pris le pouvoir et ont massacré les adeptes de la magie. Bah, en fait l'histoire peut être sympa, mais les 2 liés, j'ai trouvé que ça ne servait à rien. Pourtant je suis fan de jeux de rôle, hein, mais là j'ai trouvé que c'est pas parce que on met des ingrédients qui sont sympas, qui vous pourraient aller bien ensemble, que ça fonctionne. Voilà, faut pas faire de mélange bizarre, tu vois. C'est comme mélanger des alcools, bah, au bout d'un moment, tu te prends une méga cuite, quoi. Là, ça ne fonctionne pas. J'étais un peu déçu. Les 2 parties sont sympas, mais en fait, ils auraient pu développer sur un tome chacun les 2 parties et pas du tout les relier. Dire, voilà, ça c'est Justice League Dark. Voilà notre tome de Justice League Dark qui n'a rien à voir. Et ça aurait pu être sympa. Mais alors, les 2 mélangés, laissez tomber, c'est pas terrible. Lisez-le, il est quand même sympa, il y a plein de trucs sympas, il y a plein d'aspects, plein de choses qu'on apprend sur la magie qui permettent de mieux comprendre ce monde-là, mais je suis un peu déçu de cette lecture. Allez, on monte tous dans le Faucon Millenium, on va parcourir quelques parsecs pour aller dans une galaxie lointaine, très très lointaine. Je me suis enfin décidé à lire les adaptations comics des épisodes 1, 2 et 3 avec du coup ce qui a été paru chez Delcourt à l'origine, qui sont dans un coffret qu'on appelle du coup la prélogie. Je me suis remis à lire du comics Star Wars parce que je lis actuellement le livre de base d'un des jeux de rôle Star Wars de chez Edge en ce moment, puisque j'aimerais me lancer là-dedans, masteriser un peu ça. Et j'ai besoin de me replonger dedans, de trouver des idées et avancer aussi dans mes lectures comics, puisque je les lis en chronologie. Et je suis arrivé sur la période des 3 films. On va faire une critique générale. C'est très particulier. Comme moi, vous avez vu les films plusieurs fois, et que vous connaissez presque les dialogues par cœur, vous allez être un peu dérouté. Les dialogues ont été réécrits, certains passages ont été légèrement modifiés, même si ça amène quelques pages super sympas. On commence par l'épisode 1. Alors, l'épisode 1, c'est celui qui est le plus foiré au niveau des dessins. Je vous montre quelques exemples. Regardez-moi cette Padmé Amidala qui fait peur. Je vous montre également, regardez la tête de Qui-Gon Jinn là-dessus. C'est dégueulasse. On dirait qu'il sort d'un match de rugby, il a le nez éclaté. Il faut bien penser que c'est difficile d'adapter un film d'1h30, 2 heures dans un petit comics de même pas 150 pages. Mais alors là, celui-là, c'est celui qui est le plus foiré. Si je vous demande les faits marquants de cet épisode-là, vous allez forcément me dire la course de pod, le combat au sabre laser contre Dark Maul. Ben, c'est des parties là qui sont vraiment coupées. Au niveau de la course de pod, vous avez très très peu de choses. Au niveau du combat, à la fin, j'adore ce combat, mais là, il y a la moitié qui est coupée au montage, on va dire. Du coup, il y a des cases qui vont pas entre elles, il y a des faux raccords, c'est pas très très bien. C'est pas très très bien fait. Les dessins sont pas terribles, c'est la BD que j'ai le plus détesté. Et honnêtement, j'ai détesté les Gungans et les dialogues des Gungans là-dedans. C'est illisible. Alors, je sais que Jar Jar, c'est un des personnages qui a été le plus détesté de l'épisode 1 et de la prélogie. Moi, il me gêne pas. Il a son côté gaffeur, marrant. Mais alors, là-dedans,
les dialogues des Gungans, et pas que Jar Jar, hein, de tous les Gungans, tu ne comprends rien. Je sais pas qui c'est qui a réécrit ça, ils ont voulu faire un truc, mais putain, il fallait reprendre les dialogues du film, au moins on comprenait. Là, je sais pas qu'est-ce que c'est comme version, je sais pas s'ils ont mélangé avec le québécois peut-être, je ne sais pas de quel dialecte français, peut-être la version belge si elle existe, j'en sais rien, mais c'est daubé quoi. On comprend que dalle. Voilà, tous les passages avec eux, c'est horrible. Je pense qu'ils font encore plus détester les Gungans à ceux qui les haïssent déjà. L'épisode 2, même si c'est celui que je n'aime pas du tout dans la prélogie, avec le côté amourette, qui prend sa place, qui prend 3/4 du film, ça ne m'a fait pas intéresser du tout. Il faut bien que les deux personnages tombent amoureux pour faire Luke et Leia, hein, mais je n'avais pas aimé du tout cet épisode. Au niveau dessin, il y a du mieux. On trouve des planches qui sont quand même assez sympas. Je vous montre, regardez celle-ci. Il y a le baiser entre Anakin et Padmé qui est vraiment bien faite. Même la case d'avant, je la trouve sympa. Le dessinateur a vraiment bien monté le côté colère d'Anakin, c'est-à-dire on le voit souvent avec des traits noirs, comme c'est le cas ici. Regardez autour de ses yeux, là on dirait qu'il a du rimel, mais c'est bien montré en fait le côté, l'évolution du personnage. Il y a une image qui circule sur internet où on voit l'évolution du personnage en fonction des épisodes, où c'est au niveau quand il est enfant c'est la peur, quand il est ado c'est la colère, quand il est adulte c'est la haine, et après quand il est Vador c'est la souffrance. Et là, je trouvais que c'était vraiment bien représenté. C'est bien représenté dans les trois d'ailleurs. On voit bien cette démarcation en fonction de son âge et de son évolution. Ça, c'était bien fait. Bon, il y a des passages pareils qui sont coupés. Moi, j'attendais beaucoup de ces adaptations pour voir s'il y avait des scènes qui n'étaient pas au montage, qui étaient par exemple dans les romans, puisque les romans sont basés sur les scripts, voilà, qu'ils auraient pu mettre en plus. Il y en a très très peu dans les trois. Certaines sont bien faites, certaines sont mises mais n'apportent pas plus. Ça dévie légèrement de quelques centimètres l'histoire, si on peut dire. Celui-là est pas mal, vous pouvez le lire sans problème. On passe à l'épisode 3, la revanche des Sith. Donc, l'épisode que j'ai préféré dans la prélogie au niveau des films, j'ai trouvé que c'était le meilleur. J'ai beaucoup aimé le passage en Vador. Au niveau dessin, c'est celui qui est le mieux fait des trois, même si on va dire que la technique est vraiment très très belle, mais des fois il y a des têtes, ça fait peur quoi. C'est à se demander où est-ce que ils ont dessiné ça, sur quoi ils se sont basés. Autant certaines fois Anakin est super bien représenté, on se dirait que c'est vraiment l'acteur qui a été croqué, autant des fois ça fait mais vraiment vraiment peur. Regardez Anakin crier ici. Pareil, certaines scènes ont été raccourcies. Le combat entre Obi-Wan et le général Grievous par exemple, c'est juste la fin. Vous oubliez tout le passage. Et Lothar, celui-là, vous l'oubliez complet, il n'y est pas du tout. C'est vraiment dommage, hein, c'est un passage iconique pour tous les fans. Mon avis sur les 3 épisodes de la prélogie, c'est à lire une fois. Regardez le dessin, vous allez retrouver certaines scènes très sympas que vous avez aimé. L'apparition de Maul, même si elle est moins iconique que dans le film. Tout est, on va dire, un peu low cost. Hein. Vous imaginez les passages iconiques, et ben, c'est moins bien. Mais il y a quelques légers détails en plus, certaines planches sont vraiment très très belles, dans l'épisode 2 et 3 surtout. On retrouve l'histoire classique. Je pense vraiment que pour les grands fans, c'est pas nécessaire. Moi je l'ai lu parce que je voulais absolument tout lire, hein. Je veux tout lire et je lirai tout. Mais sinon, on va dire que pour la découverte pour un enfant, avant de lui montrer les films, ça peut être pas mal. Ça lui donne une base, et quand il va voir les films, ça va lui en mettre encore plus plein les yeux. Sinon, ça a un intérêt plus que limité à lire une fois et après vous le stockez, vous l'oubliez et c'est pas plus mal. On enchaîne avec l'un des méchants les plus iconiques de la pop culture, Dark Vador, la série qui lui a été consacrée chez Delcourt, donc la version Légende. C'est une série en 4 tomes. Il faut savoir que comme c'est le plus grand méchant de l'univers Star Wars, l'un des plus grands méchants tout univers confondu, pour moi c'est simple, hein, il est à la première place ex aequo avec le Joker clairement, hein, dans la pop culture. Après tu as Hannibal Lecter, etc., etc. Il est en haut, tout en haut, au-dessus il n'y a personne à part le soleil. Donc forcément il a eu plusieurs adaptations en comics, une seule chez Delcourt, même si après on le retrouve dans beaucoup d'autres, et il y en a eu plusieurs dans le canon officiel. Je vous en parlerai une autre fois. Le premier tome, La Purge Jedi. Alors, comme son nom l'indique, c'est basé uniquement sur la purge. Vador traque les derniers Jedi qui ont échappé à l'Ordre 66. Même si forcément, on le sait, il n'y arrivera pas à tous les trouver, puisqu'il ne trouvera jamais Obi-Wan et Yoda, par exemple. Le premier épisode que l'on trouve dans ce comics est également présent dans la série en 10 tomes The Clone Wars, puisqu'il est dans le dernier tome, dans l'épilogue, où on voit qu'il traque Obi-Wan et
des Jedi tentent de le tuer et il y a un combat entre ce groupe de Jedi et Vador. Je vais pas spoiler, je vais pas dire ce qui se passe. Vous doutez bien que Vador s'en sort vivant, hein, forcément, sinon il ne serait pas dans les autres films. C'était sympa de le retrouver, c'est une histoire assez bien. Le dessin est pas trop mal, je conseille de le lire, que ce soit dans ce tome-là ou dans l'autre tome. Le deuxième récit, c'est sur la nièce de Plo Koon, qui est également une Jedi, qui veut se venger de Vador. Bon, ça tourne beaucoup autour de la vengeance sur Vador, hein, je vous avoue. Mais pas tous. La troisième histoire, c'est Vador qui est dans une garnison impériale qui doit la protéger et qui finalement va partir traquer des Jedi puisqu'il apprend que certains Jedi sont parmi les troupes rebelles qui attaquent la garnison, puisque c'est une garnison où on construit des quadripodes impériaux. Graphiquement, c'est juste magnifique. Regardez-moi ces planches. C'est la plus belle histoire au niveau de l'album, voire même au niveau des 4 albums que j'ai pu voir. Il va y avoir plein d'autres histoires, je ne vais pas toutes vous les raconter. C'est un tome sympa, honnêtement, à lire, il n'y a pas de souci. Les histoires sont un peu inégales, mais c'est assez bon. Le deuxième tome, La Prison Fantôme. La Prison Fantôme, c'est sûrement l'album que j'ai préféré. Honnêtement, graphiquement, il est très beau. Ensuite, l'histoire est vraiment bien. On voit un coup d'état contre l'empereur sur Coruscant. Vador doit quitter Coruscant avec un Moff et un jeune élève diplômé de l'académie pour sauver l'empereur et monter une expédition pour reprendre le pouvoir. Et on voit un petit peu l'aspect psychologique de tous les personnages, puisque le narrateur, c'est le jeune officier. En plus, il est handicapé, il est à moitié défiguré, il lui manque un bras, donc on voit que le type souffre. Voilà, donc la souffrance, ça se rapproche de Vador. Enfin, il y a plein d'anecdotes, il y a plein de liens qu'on peut faire entre les personnages. Il est vraiment génial cet album. Et l'histoire est vraiment super intéressante. Et la conclusion, je m'y attendais pas du tout. C'est très très bon. Je vous montre une petite planche. Vador empale un Jedi qui gardait une prison qui était cachée, qui prend possession des lieux parce que, en fait, la galaxie, partout où il va, c'est un peu chez lui. Le troisième tome, Terreur dans les ténèbres. Terreur dans les ténèbres, pareil, le narrateur, ce n'est pas Vador, c'est un clone. C'est-à-dire que c'est un ancien soldat qui était du coup dans l'armée des clones, qui voue une haine aux Jedi parce que en fait on l'a laissé tomber, on l'a laissé pour mort lors d'un conflit pendant la guerre des clones. Il s'en était sorti et personne n'est venu le chercher. Donc en fait il a développé une haine. Quand il a vu Vador massacrer à tour de bras des Jedi, il s'est dit mais ce type là il est génial. Donc en fait il va faire ce qu'il fait de mieux pour Vador, c'est-à-dire servir dans son armée. Et on suit une suite de guerres, de combats qui se déroulent où des fois Vador vient aider le clone aide Vador, enfin bref, ça se suit. Graphiquement c'est pas terrible par contre, c'est clairement l'album le plus moche des 4. Bon, ça se lit bien, c'est pas forcément primordial, mais c'est sympa. Le dernier tome, La Cible. Tout comme le premier tome dont je vous ai parlé, ce tome-là, en fait, c'est plein d'histoires qui s'enchaînent, qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. On découvre certains aspects de Vador en le suivant dans ses différentes aventures. À un moment, il tombe sur une planète qui ressemble à la savane. Il se fait pote avec une meute de hyènes. Je vous dis pas les détails. Et voilà, les hyènes le suivent partout. Il se sent libre et il domine la personne autour de lui pour l'emmerder. Souvent, ça se passe peu de temps avant ou au moment ou juste après la bataille de Yavin. Il y a juste une petite histoire qui est vraiment hors série, qui est hors canon. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit de Obi-Wan qui apparaît à Vador, qui le troll complet sur 3-4 pages. C'est un peu un what if, c'est vraiment hors canon, hors légende, hors canon officiel. Hein. C'est un délire de l'auteur sur 2-3 pages. Pourquoi pas, ça se laisse lire, mais c'est pas tip top. Il y a plein d'histoires qui se suivent. Vous vous souvenez peut-être, je vous avais parlé dans une précédente vidéo de Vador Sombre Vision, où c'était plein d'histoires qui suivaient sur Vador, et je vous avais dit que c'était pitoyable. Bah là, c'est la même chose, mais en mieux. Voilà, tout simplement. Ça marche, c'est pas forcément tip top, mais ça se laisse lire. Mon avis sur ces 4 tomes de la série Vador de chez Delcourt, du canon légende. C'est à lire, ça se lit bien. Honnêtement, j'ai enchaîné les 4 tomes assez rapidement. C'est sympa, on découvre plein d'histoires sur Vador. Elles sont très inégales hein, les unes avec les autres, que ce soit au dessin ou que ce soit au niveau de l'histoire. Mais c'est assez bien. Mention spéciale pour La Prison Fantôme, le tome 2 que j'ai vraiment adoré. C'est un tome où toute l'histoire s'enchaîne sur un seul tome. C'est très très bien. Lisez-le si vous pouvez l'avoir. Bon, maintenant, ça commence à être difficile à trouver puisque Delcourt a perdu la licence en début d'année. Je ne sais pas si vous voulez pas faire une intégrale dessus ou si une intégrale est sortie. Si c'est le cas, prenez-la. Dans quelques temps, vous allez avoir du mal à trouver les 4 tomes. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous lisez ce mois-ci. Voir si j'ai déjà lu, on peut en débattre.
Dites-moi vos avis sur les tomes que je vous ai présentés, vous les avez peut-être déjà lus. Je serais curieux de voir si vous avez les mêmes avis que moi ou si c'est différent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être prévenu de la prochaine sortie des autres vidéos. Mettez un like, partagez s'il vous plaît, ça aidera à faire connaître la chaîne, à faire connaître les vidéos, à faire connaître mon travail. C'est toujours gratifiant, on va voir jusqu'où on peut aller, hein. Je vise pas le million d'abonnés, hein, mais bon, j'aimerais bien continuer à développer cette chaîne. Je compte sur vous. C'était Prof et Geek, je suis très heureux d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers qu'est le monde geek. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!